quatrième enjeu, c'est pourquoi se priver de services gratuits? Parce que nous avons notre nature, donc là vous avez quelques chiffres. Alors les abeilles, voilà, mais aussi la protection contre les tempêtes, les zones humides, la purification de l'eau, etc. En gros, nos écosystèmes fournissent aujourd'hui des services gratuits. Et la question, c'est de se dire comment cohabiter avec des écosystèmes naturels au risque de perdre des services gratuits. Et on est sur des grands chiffres. Donc, en Chine, disons, on arrive à des trucs un peu bizarres, c'est-à-dire qu'on utilise plein d'insecticides, mais on pollinise des poiriers à la main. Un ouvrier chinois pollinise 7 poiriers par jour. Mais quand vous êtes aux États-Unis, des apiculteurs américains tirent 50% de leurs revenus de la location des seins d'abeilles sur les zones à forte intensité maraîchère. Syndrome d'écroulement massif, on a vu des zones de production de concombres en 2008, c'est moins 50% de production. Et donc, il y a un vrai enjeu, je dirais, de proximité. Alors, aujourd'hui, on sait assez bien ce que coûte l'émission d'une tonne de CO2, parce que le CO2 est une sale petite bête, ça apparaît ici, mais tout le monde en profite. Par contre, l'atteinte à la biodiversité, elle est plus locale. Et l'équivalent du GIEC, il a fallu, maintenant il est à peu près en place, mais il est assez récent, on n'a pas aujourd'hui de modèle économique, donc on ne sait pas trop comment que ça se passe. Et donc le principe pollueur-payeur, il est difficile à transposer, je dirais, pour la biodiversité. Donc il y a un petit peu des études. En France, on a aujourd'hui visé des biodiversités de proximité, par rapport aux ours polaires, voilà, des trucs. C'est que vous avez un principe, c'est par exemple, je m'appelle Monsieur Eiffage, je vais faire une ligne à grande vitesse, je dois respecter 3 principes qui s'appellent prévenir, réduire, compenser. Je dirais, c'est les attaques sur la biodiversité. C'est tout simple. Donc prévenir, c'est-à-dire dans la façon d'imaginer mon chantier, je vais utiliser des voies qui ne sont pas trop impactantes. Réduire, c'est dans la façon de mener réellement mon chantier, je vais faire que ce ne soit pas trop impactant. Et compenser, ça veut dire que quoi qu'il arrive à l'hectare, je paye une taxe qui va directement à la caisse des dépôts filiale biodiversité, qui sert à financer les travaux, je dirais, de réhabilitation, par exemple, de zones humides. Alors, pareil, tout le monde gueule parce qu'on fait une LGV en Bretagne sur un truc national qui va servir à compenser, faire des travaux de compensation de zones humides, par exemple du côté de Marseille. Il y a quelqu'un de Marseille ici? Non. Donc les Bretons ne sont pas contents. Voilà, Mais donc il y a des vrais enjeux. Nous en Bretagne, on anime des projets ou des chambres locales de compensation, où quelque part, on imagine des systèmes, y compris avec Eiffage, sur des durées de 20 ans, où des agriculteurs vont trouver un nouveau revenu pour de la protection de zones humides, blablabla, en développant des habitats qui sont plus offensifs d'un point de vue biodiversité, et qui vont devenir un petit peu des jardiniers de la biodiversité, pour ne pas détruire, je dirais, nos potentialités agronomiques. On en arrive, surtout quand vous êtes dans une logique d'une région comme la Bretagne, vous avez une très forte compétition entre un solde migratoire très positif, parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de venir passer leur retraite en Bretagne, au niveau du littoral c'est extrêmement fort, et ce patrimoine-là, on a toujours cette compétition. Yes. Quel est le lien entre la biodiversité et l'étude d'impact sur l'environnement? Le porteur de projet, par exemple, vous avez évoqué le projet d'infrastructure de Veolia. Ce qu'il y a, c'est qu'il va par exemple choisir, au lieu de combler un ruisseau ou mettre un truc, il va faire des choses pour faciliter les trames bleues, vertes, enfin le passage, tout genre de choses. On peut considérer aujourd'hui l'étude d'impact sur l'environnement comme un indice de mesure de l'impact sur la biodiversité Alors, tu n'as pas suffisamment spécialiste. Par contre, il y a un vrai business qui existe sur les études d'impact. Comment? Sur les zones de compensation. Et sur les zones de compensation. Il y a un exemple dans le sens. C'est-à-dire que c'est notre responsabilité humaine qui impacte le climat. Ça a été prouvé par le GIEC.
Et donc vous savez que le CO2 en grande partie est piégé dans les océans et qui se transforme en surface en acide. L'acidification des océans en surface a un impact sur la biodiversité. Et donc la question c'est, évidemment il faut réduire le CO2, il y en a quand même beaucoup, c'est comment adapter les espèces pour préserver une biodiversité dans les océans. La pêche, tu connais bien ces sujets. Et là, c'est inversé. Il y a un impact, elle se dégrade. Alors, je vais vous donner un exemple concret, mais un peu dans ce registre-là. Alors ça s'appelle Crépidula fornicata. Voilà. Les Américains ont amené ça en Normandie, je dirais, en 1944 sous les péniches de débarquement. C'est une espèce qui, aux États-Unis, comme les courants sont froids, ça va, tout se passe bien. Bon. Il nous a fallu 70 ans pour passer le rat blanchard. Dans la baie de Cancale, on en a 200 000 tonnes. Croissance du gisement tous les ans, 10%. Baie de Saint-Brieuc, 300 000 tonnes. Vous avez dans la baie de Mont-Saint-Michel des endroits où il y en a 6 mètres d'épaisseur. Mais c'est quoi exactement? C'est C'est un coquillage? Ouais, c'est un coquillage. Vous voyez, c'est un coquillage qui s'enfile. Tac, tac, tac. Ah, ça, c'est couvert de crépidus. Ça se mange pas? J'y arrive. Ah, et donc, c'est une menace sur tout le bassin australien. Compétition sur les planctons. etc. Ouais, c'est ça. On est parti. Alors, le truc, c'est que quand vous faites de la coque pour la manger, il y a un problème pour faire de la coque, c'est pas compliqué. Un coup de micro-ondes, un coup de vapeur, pouf, ça s'ouvre, un coup de thermique, vous récupérez la chair et la coquille, vous la mettez de côté, vous prenez la coquille, un moment calcaire, terminé, on n'a pas plus. Ah, le problème là-dessus, c'est que le machin, il est engrossé un petit peu à l'intérieur, et c'est que si vous le cuisez, il devient dur. Donc, on prend des furieux, dont un fils de marailleur, etc. Enfin, c'est un mot que je connais bien. Donc le bateau qui va bien pour mettre le truc, blablabla. Il développe un process avec des brevets où on réussit à enlever la chair, je dirais, par de l'eau froide. Et puis on la congèle pour qu'elle soit après envoyée directement dans les processus agroalimentaires. Alors, moi j'ai goûté. Mais vous savez, c'est comme chez les Japonais, c'est urami, ils ont une saveur un peu soufrée. Il y a une sacrée, machin. Eux, ils ont une cinquième, c'est un peu urami. Ça a une teinte un petit peu urami qui est un peu particulière pour nous, mais nous avons des branchettes qui font peu. Mais les enjeux, je dirais, c'est de les exporter en Chine. Ou les marchés. Mais alors, quand bien entendu, le jour où vous voulez avoir l'exportation en Chine, c'est bien entendu le jour où l'Europe a engagé une procédure de dumping contre la Chine pour les panneaux photovoltaïques, et que, bien entendu, vous n'allez pas avoir le zinzin. Rigolo, hein? On rigole pas, hein? Et la coquille, Amendement, la Bretagne est une terre acide, où nous avons besoin d'amendements calcaires, je dirais, pour équilibrer les sols. Hein, donc, économie circulaire, blablabla. En gros, là-dessus, il y a un enjeu, mais le modèle économique, aujourd'hui, il est plus lié à de la compensation, je dirais, mais on n'a pas encore trouvé les vraies solutions sur l'avenir, sur le futur. Et nos futurs paysagistes, on a quand même, c'est Unibail. Donc Unibail est assez en pointe, je dirais, dans son rapport à RSE, on va dire. Et Unibail travaille, je dirais, y compris sur les parkings de supermarkets, c'est curieux que ça puisse paraître, sur mettre des zones, je dirais, de biodiversité, de proximité, sur la compensation ultra-locale. Yes. Il y a une sorte d'engouement autour du champignon, enfin certaines variétés de champignons, une propriété vraiment intéressante. Donc il y a un projet là qui est passé, enfin qui est lauréat des prix Innovation Factory, donc qui a candidaté la CF Chrysalide, qui est vraiment en démarrage de l'utilisation de ces champignons.
Alors, eux, ils visent dans un premier temps le marché plutôt acoustique, parce que ça a des propriétés acoustiques et ça permettrait des panneaux acoustiques finalement bon marqués. avec le mycélium, on va parler de ça. Avec le mycélium. Voilà. Mais il y a aussi des brevets américains sur l'utilisation du mycélium dans des process industriels pour fabriquer des matériaux d'isolation, etc. Donc, mycélium, c'est un bon exemple de service gratuit et qui derrière peut entrer dans des process de fabrication, de production et être très rentable. On avait eu, alors là-dedans, c'est vis-à-vis de l'agriculture, l'agroécologie. Là, c'était annoncé au salon la France-Hollande comme un truc faire de l'encre. Nous, on avait eu une boîte en Bretagne enfin, on en a deux, il y en a une qui s'appelle Bio 3G, qui était plutôt justement sur des compléments de nutrition du sol qui favorisent la vie dans le sol autour de la plante. Vous savez, ils ont dépassé les 230 personnes. Hein. À peu près. Hein. Et là, j'ai vu un article il n'y a pas longtemps en disant, avec l'agroécologie, je dirais, et on en a eu d'autres qui sont... et on est quelque part un petit peu... Alors, c'est pas dans la biodiversité existante, mais on utilise des mécanismes de biodiversité, je dirais, pour avoir des nouvelles approches, je dirais, du rendement agricole. Nous, on en a eu d'autres avec notre boîte s'appelait ST Biotechnologie. En gros, dans l'estomac des chèvres, vous avez une bactérie qui s'appelle le lactobacillus machin. Voilà. C'est pour ça que les chèvres peuvent bouffer les épineux. Bon. En gros, vous prenez la bactérie, vous la cultivez, vous la stressez un petit peu, tac, ça vous génère un portefeuille enzymatique, ambiance enzyme bouton, quoi. Et puis après, quelques petits métabolites intéressants. Ouais, si vous savez le conditionner, après vous le mettez dans la ration de la nutrition animale et vous favorisez l'assimilation des protéines par plusieurs espèces animales. Alors moi, je vais voir le porte-projet, je lui dis, vous savez, attention, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mangé ce midi. Il dit, ouais, c'est intéressant votre truc, ça pourrait pas marcher avec les crevettes. Elle dit, vous avez des bonnes questions, c'est en Thaïlande la semaine prochaine, au Vietnam. Sachez que 70% des crevettes de base que nous mangeons, elles viennent de l'estuaire du Mekong. Et qu'au Vietnam, je dirais même s'ils viennent de se doter de réglementations extrêmement solides en termes d'effluents, je dirais il y a 70% des effluents qui se terminent dans le Mekong. Et le problème, c'est qu'une crevette, ça a une très mauvaise assimilation. Donc en gros, ça bouffe beaucoup, ça chie beaucoup. Voilà. Et bien, si dans la nutrition animale de la crevette, vous rajoutez ce portefeuille enzymatique, vous facilitez l'assimilation et vous diminuez les rejets in situ qui vont dans le Mekong. Donc ça peut être aussi une approche du biomimétisme. On a des gens, on a des PME très inventives. Moi je trouve que c'est bon là-dessus.